Elle a méprisé le livreur, qui était un millionnaire et qui deviendrait plus tard son patron. Camille Laurent descendait en silence les escaliers de l'immeuble ancien qui abritait les locaux de l'agence de design où elle travaillait, depuis maintenant 4 ans. La pluie battait les pavés de la rue Garibaldi à Lyon et elle pressa le pas, son parapluie noir luttant contre les bourrasques de vent qui menaçaient de l'arracher de ses mains. À 29 ans, elle était l'image de la rigueur professionnelle. Cheveux châtain clair noués en chignon sobre, tailleur gris anthracite parfaitement repassé et un sac en cuir marron foncé qu'elle portait toujours du même côté, comme un rituel. Elle ne supportait pas les imprévus et pourtant sa vie en était pleine, surtout ces derniers temps. Depuis qu'elle avait intégré l'agence Créa Lyon comme assistante administrative, Camille nourrissait l'ambition discrète mais tenace de gravir les échelons. Ce n'était pas un rêve de gloire ou de richesse, non. Ce qu'elle recherchait, c'était la reconnaissance, ce regard particulier que l'on pose sur quelqu'un dont on estime la contribution essentielle. Son père, professeur de mathématiques au lycée de la Croix-Rousse, lui avait appris à toujours mériter sa place. Sa mère, infirmière, lui avait inculqué la rigueur et l'endurance. Mais dans les bureaux vitrifiés de l'agence, entre les coups de téléphone, les factures à vérifier et les agendas à synchroniser, Camille avait peu de chances de briller aux yeux des dirigeants. Elle s'efforçait pourtant. Arrivait chaque matin avant tout le monde, partait après les autres, évitait les pauses café trop longues et les bavardages inutiles. Elle prenait des notes méticuleuses lors des réunions, préparait les dossiers avec une précision chirurgicale et corrigeait même en cachette les fautes dans les courriels de ses supérieurs. Mais rien n'y faisait. Les promotions semblaient toujours aller à ceux qui savaient se montrer, qui savaient parler fort, qui savaient séduire. Camille, réservée et méthodique, restait dans l'ombre. Ses économies, soigneusement alignées, dans un tableur Excel, ne lui permettaient que de vivre dans un petit appartement du 7e arrondissement, modeste mais bien tenu. Les murs étaient nus, à l'exception de quelques affiches encadrées de films classiques français. Un clin d'œil à ses rares soirées de détente. Elle n'avait ni voiture ni abonnement à des services de streaming. Elle préférait économiser, avec l'idée tenace que le moment viendrait où ses sacrifices seraient récompensés. Ses collègues ne la connaissaient qu'en surface. On la trouvait sérieuse, fiable mais peu accessible. Elle participait rarement aux soirées de l'entreprise, esquivait les déjeuners collectifs sous prétexte de travail urgent. Ce n'était pas qu'elle méprisait les autres, mais elle craignait de se perdre dans les distractions. Elle portait sa solitude comme une armure, convaincue qu'elle la protégeait contre les désillusions. Un matin, alors qu'elle vérifiait les factures d'un imprimeur récalcitrant, Camille s'était arrêtée un instant pour observer son reflet dans la vitre du bureau. Son regard s'était attardé sur les légères cernes sous ses yeux, sur la tension de sa mâchoire, sur la raideur de ses épaules. Elle se demanda, non sans une pointe d'amertume, si cela en valait vraiment la peine. Mais aussitôt, elle chassa ses pensées. Elle n'avait pas le luxe du doute. L'agence était petite, mais ambitieuse. Fondée par 2 anciens élèves, des Beaux-Arts, elle visait à s'imposer dans le design visuel pour des marques locales. Camille avait cru en y entrant que son implication serait vite remarquée, mais les fondateurs semblaient plus préoccupés par leurs clients que par leurs équipes. Le service administratif, perçu comme une simple fonction de support, était relégué au second plan. Pourtant, Camille avait su repérer les failles. Elle avait remarqué que certaines procédures ralentissaient inutilement le travail des créatifs. Elle avait même conçu sur son temps libre une proposition de réorganisation interne qu'elle n'osa jamais soumettre, par peur d'être ignorée, ou pire, moquée. Car malgré son apparence assurée, Camille doutait. Elle doutait en silence, sans jamais se plaindre. Chaque soir, en rentrant chez elle, elle passait devant une vitrine qu'elle affectionnait particulièrement, celle d'une librairie spécialisée en beaux-arts. Elle s'arrêtait quelques minutes, regardant les couvertures des nouveaux ouvrages, se promettant qu'un jour elle en achèterait un, rien que pour elle. Mais ce jour n'était jamais venu. Camille n'était pas malheureuse. Elle était en attente de ce déclencheur qui bouleverserait sa trajectoire, qui briserait la monotonie contrôlée de son quotidien. Un déclic, une opportunité, ou peut-être une rencontre. Mais à ce moment-là, elle ne savait pas encore que ce changement était plus proche qu'elle ne le pensait, qu'il allait survenir de la manière la plus inattendue, la plus banale même. Une simple livraison, un homme avec un carton,
Un échange bref, presque insignifiant. Ce jour-là, pourtant, elle était encore plongée dans ses tableaux Excel, concentrée sur les chiffres qui ne mentaient jamais. Elle ne voyait pas les regards que certains collègues posaient sur elle, parfois avec admiration, parfois avec une certaine distance. Elle ne voyait pas non plus l'usure que son perfectionnisme faisait naître en elle, lentement, mais sûrement. Elle était droite, constante, presque figée. La pluie tombait encore sur Lyon, fine et froide. Le ciel gris semblait refléter l'état d'esprit de Camille, sérieux, méthodique, un peu mélancolique. Elle ne cherchait pas l'amour, ni même l'amitié. Elle cherchait une place, une reconnaissance, un rôle qui aurait du sens, une fonction qui irait au-delà de la simple efficacité. Mais à Lyon comme ailleurs, les mérites invisibles mettèrent du temps à éclore. Et tandis qu'elle rangeait son bureau en fin de journée, rangeant chaque stylo à sa place, fermant chaque dossier avec soin, Camille ignorait encore que sa vie allait basculer. Pas à cause d'un concours ou d'une promotion, pas par le biais d'un projet révolutionnaire, mais à cause d'un homme silencieux, portant une veste banale et un carton dans les bras, qui allait faire irruption dans sa routine avec un sourire discret et un regard attentif. La matinée avait commencé comme toutes les autres. Camille était arrivée la première au bureau comme à son habitude. Elle avait pris le temps d'ouvrir les fenêtres pour aérer, de préparer du café pour les collègues, bien qu'elle-même n'en buvât pas, et de vérifier son agenda. Tout était en ordre, tout devait rester sous contrôle. Elle ne supportait pas l'imprévu, ce grain de sable qui pouvait tout faire basculer. Pourtant, ce matin-là, le destin choisit de se présenter à elle sous la forme d'une boîte en carton. Vers 10 heures, alors que les appels téléphoniques commençaient à s'enchaîner et que les premiers allers-retours entre les bureaux mettaient en mouvement la petite mécanique quotidienne de l'agence, un homme entra par la porte principale, tenant une grande boîte entre ses bras. Il portait une veste sombre, simple, légèrement mouillée par la pluie fine qui tombait toujours sur Lyon. Ses chaussures étaient humides, ses cheveux bruns, légèrement en désordre, portaient encore quelques gouttes d'eau. Camille le vit arriver depuis son poste près de la réception. Elle fronça légèrement les sourcils. Il n'y avait pas de livraison prévue ce jour-là. Du moins, rien n'était noté dans son tableau de suivi. Elle se leva, s'approcha de la porte et interpella l'homme d'une voix neutre. « Vous avez une livraison pour Créa Lyon ?» L'homme hocha la tête. Sa voix était posée, calme. « Oui, une commande pour le service création. » Il ne semblait pas gêné par le regard distant de Camille. Il attendit patiemment qu'elle lui demande des précisions sans tenter de meubler le silence. Elle, de son côté, ressentit une forme d'agacement. L'homme portait un simple jean, des baskets sombres et un sweat à capuche sous sa veste. Rien qui inspirait confiance. Selon ses critères, elle n'aimait pas ces livreurs qui arrivaient sans prévenir, souvent mal informés, parfois sans professionnalisme. Cela compliquait son organisation. « Mettez-la ici, je la ferai monter plus tard », dit-elle en désignant un coin près de la réception. Julien obéit sans discuter. Il posa le carton avec soin, s'assurant qu'il ne prenait pas l'eau qui coulait de ses vêtements. Il se redressa, jeta un rapide regard autour de lui, puis à Camille. Leurs regards se croisèrent l'espace d'un instant. Elle le regardait comme on regarde une formalité. Lui, avec une attention discrète, mais intense. Camille, mal à l'aise, détourna les yeux et ajouta presque mécaniquement « Vous pouvez y aller, merci ». Il ne répondit pas tout de suite. Il semblait chercher quelque chose dans le silence. Puis il acquiesça d'un léger mouvement, de tête et sortit sans un mot de plus. La porte se referma doucement derrière lui et le bruit du dehors reprit sa place. Ce fut bref, infime. Mais le visage de Camille trahissait quelque chose qu'elle-même ne savait pas nommer. Elle avait ressenti, l'espace d'un instant, comme un déséquilibre dans sa journée parfaitement cadrée. Non pas à cause de l'homme en soi, mais à cause de son calme, de sa manière de ne pas réagir à son ton froid, de son regard qui n'était ni accusateur ni soumis, juste attentif. Elle retourna à son bureau, tentant de reprendre le fil de ses tâches, mais son esprit revenait, malgré elle, à cet homme. Elle se demandait s'il l'avait jugé, si son comportement avait été aussi sec qu'elle le craignait. Mais elle balaya vite ses pensées. Après tout, elle n'avait fait que son travail. Elle n'avait pas été impolie, juste professionnelle. Pourtant, quelque chose la gênait, une sensation tenace qu'elle avait raté quelque chose. Elle tenta de l'oublier. La journée continua, rythmée par les courriels, les appels, les demandes urgentes.
Personne ne parla du livreur. Le carton fut monté au service création et on n'en fit pas mention. Le lendemain, alors qu'elle reprenait ses habitudes, Camille aperçut le même homme de l'autre côté de la rue, devant une boulangerie. Il semblait attendre quelque chose ou quelqu'un. Il portait les mêmes vêtements, mais cette fois il souriait. Un sourire discret, presque imperceptible. Elle détourna rapidement les yeux, confuse, sans savoir pourquoi. Elle ne le revit, pas les jours suivants. L'épisode aurait pu s'effacer de sa mémoire comme tant d'autres détails insignifiants du quotidien. Mais il resta. Pas pour ce qu'il représentait, mais pour la façon dont il l'avait regardée. Pas comme une simple assistante, pas avec mépris, pas non plus avec séduction, mais avec cette intensité tranquille qui perturbe sans qu'on sache pourquoi. Elle se demanda pendant plusieurs jours qui il était, d'où il venait, pourquoi ce regard l'avait marqué. Elle tenta de se convaincre que ce n'était rien, juste un moment banal, un oubli. Mais quelque chose résistait. En elle, quelque chose d'inexplicable, de dérangeant. Camille, sans s'en rendre compte, commença à regarder les livreurs avec plus d'attention. Pas pour les juger, mais pour les comprendre. Elle observait leurs gestes, leurs regards, leur manière de parler. Elle se surprenait à se demander quelle vie ils menaient, quels rêves ils poursuivaient. Et elle se rendit compte qu'elle les avait toujours considérés comme une fonction, jamais comme des individus. Cette prise de conscience la troubla. Elle se rappela son propre combat pour être vue, reconnue, respectée, et elle comprit à contre-cœur qu'elle avait reproduit ce qu'elle détestait, ignorer, réduire, mépriser, sans intention. Elle tenta de rationaliser, de justifier son comportement. Mais l'image de cet homme, silencieux, observateur, revenait sans cesse dans son esprit. Elle aurait voulu lui parler, lui dire quelque chose, lui demander son nom, s'excuser peut-être. Mais il avait disparu. Et avec lui, cette étrange sensation d'avoir manqué une occasion, un échange vrai, un moment rare. Camille continua sa routine, mais avec une faille. Un petit éclat dans son miroir de certitude. Elle n'en parla à personne. Elle garda, cela pour elle, comme un secret qu'elle ne comprenait pas encore. Ce n'était qu'un livreur, pensait-elle. Et pourtant, c'était bien plus que cela. C'était une alerte, une fissure, une première secousse dans un monde qu'elle croyait immobile. Les semaines qui suivirent la mystérieuse livraison virent Camille replonger totalement dans le quotidien exigeant de l'agence. L'épisode du livreur, malgré sa persistance silencieuse dans son esprit, s'était lentement effacé sous les obligations et les échéances. Elle n'avait plus revu l'homme en question, et personne dans l'entreprise n'avait reparlé de lui. L'agence vivait au rythme de ses projets, des deadlines étouffantes et des exigences clients de plus en plus capricieuses. Cependant, une tension nouvelle flottait dans l'air, imperceptible au début, mais qui, jour après jour, gagnait en clarté. Les premiers signes de changement vinrent par de petits indices. Un courriel envoyé par l'un des fondateurs, Alexandre Villeneuve, à toute l'équipe, évoquait une réorganisation stratégique en cours. Peu après, plusieurs réunions furent annulées sans explication et des audits internes furent organisés, ce qui ne ressemblait en rien au fonctionnement habituel de l'agence. Les employés murmuraient dans les couloirs, les regards se faisaient inquiets et même les plus anciens semblaient incertains de ce que l'avenir réservait. Camille, fidèle à son habitude, se concentra sur ses tâches et évita les spéculations. Elle n'aimait pas se perdre dans les rumeurs, préférant attendre les faits. Mais intérieurement, elle sentait l'instabilité grandir. Le fondateur avec qui elle travaillait le plus souvent, Éric Dumas, avait changé d'attitude. Il semblait plus distrait, moins investi, comme s'il n'était déjà plus là. Il parlait de opportunités à venir et de période, ça de transition. Des phrases vagues qui ne faisaient qu'ajouter à la confusion ambiante. Le jeudi de la 3e semaine, la nouvelle tomba comme un couperet. Un mail bref, signé par le service de communication, annonça que Créa Lyon avait été vendu. Aucun détail, pas de nom, pas de précision sur les motivations de cette vente. Simplement, l'entreprise entre dans une nouvelle phase de développement. Le nouveau propriétaire sera présenté dans les prochains jours. Camille relut le message à plusieurs reprises, tentant d'en extraire plus que ce qu'il disait. Vendu. Le mot résonnait dans sa tête. Pour elle, cela signifiait incertitude, réorganisation, peut-être suppression de poste. Elle pensa à ses collègues, à leur famille, à leur loyauté souvent mal récompensée, et à elle-même, bien sûr, qui espérait une promotion, une reconnaissance.
Tout cela semblait désormais suspendu. Dans les jours qui suivirent, l'activité de l'agence ralentit étrangement. Les fondateurs se faisaient discrets. Certains dossiers furent mis en pause. On sentait que quelque chose se préparait, que l'équilibre fragile du quotidien était sur le point de basculer. Camille observait tout cela avec un calme apparent, mais une tempête intérieure. Elle faisait son travail avec plus de rigueur, encore, comme si cela pouvait la protéger. Puis, un vendredi matin, le directeur administratif convoqua une réunion générale, exceptionnelle et obligatoire. Tous les employés se rassemblèrent dans la salle principale, un espace vitré, où d'habitude régnaient les présentations clients et les échanges créatifs. Ce jour-là, personne ne parlait. On attendait, certains debout, d'autres assis, les regards interrogatifs. Camille se tenait à l'arrière, un carnet à la main. Elle avait pris l'habitude de noter tout ce qui pouvait lui servir, tout ce qui pouvait révéler quelque chose sur l'avenir de l'entreprise. Le silence fut rompu par l'arrivée d'un homme élégant, en costume sombre, au visage calme mais déterminé. Il n'avait rien d'un PDG classique, ni l'arrogance ostentatoire, ni la froideur distante. Il avait quelque chose de différent. Il s'avança vers le centre de la pièce, accompagné d'un des anciens fondateurs qui prit la parole. « Mesdames et messieurs, je vous présente Julien Moreau, notre nouveau propriétaire. » Le cœur de Camille sembla rater un battement. Le nom résonna en elle avant même qu'elle puisse vraiment se souvenir pourquoi. Puis, lorsqu'elle leva les yeux vers lui, elle le reconnut. C'était lui, le livreur, l'homme silencieux, au regard perçant. Celui qu'elle avait à peine regardé, qu'elle avait congédié sans un mot de plus. Il se tenait là, devant tout le monde, non plus avec un carton dans les bras, mais avec la responsabilité entière de l'agence. Son esprit chercha une explication. Était-ce une coïncidence, un homonyme, un malentendu? Mais non, c'était bien lui. Sa trait, sa posture, même ce léger plissement dans le coin des yeux lorsqu'il regardait autour de lui, c'était exactement le même homme. Julien prit la parole d'une voix calme mais ferme. Il expliqua en termes simples sa vision pour l'avenir de l'entreprise. Il parla de stabilité, de croissance, d'innovation. Il annonça qu'aucun licenciement n'était prévu, que l'équipe serait maintenue, que les talents seraient valorisés. Mais il insista aussi sur la nécessité de rigueur, de performance et surtout d'un esprit d'ouverture au changement. Camille, paralysée, écoutait sans parvenir à se concentrer pleinement. Son esprit revenait sans cesse à leur brève interaction. Ce carton, ce regard. Avait-il su à ce moment-là qu'il allait acheter l'agence? Était-ce un test? Avait-elle été jugée? Son cœur battait plus vite. Elle tentait de garder un visage neutre, mais elle sentait une chaleur monter dans ses joues. Était-elle en train de rougir? Quand la réunion se termina, Julien quitta la pièce sans regarder directement Camille. Elle resta debout, son carnet toujours fermé. Elle n'avait rien noté. Elle n'avait pensé qu'à une chose. Elle avait traité avec froideur l'homme qui était désormais son patron. Et lui, visiblement, s'en souvenait parfaitement. Le lundi suivant fut marqué par une tension palpable. Dès l'ouverture des bureaux, les employés de Créalion circulaient dans les couloirs avec une prudence inhabituelle. Les voix étaient plus basses, les pas plus retenus et les écrans d'ordinateur affichaient une concentration presque excessive. Tous attendaient de voir comment Julien Moreau allait s'imposer dans ses nouvelles fonctions. Les plus curieux se demandaient encore comment un inconnu au passé inconnu avait pu racheter l'agence d'un seul coup. D'autres, plus pragmatiques, préféraient observer en silence l'évolution de cette figure inattendue. Camille, quant à elle, oscillait entre stupeur et agitation intérieure. Depuis la réunion de présentation, elle revoyait en boucle l'instant où leurs regards s'étaient croisés, même brièvement. Elle ne comprenait toujours pas comment elle n'avait rien soupçonné lors de leur première rencontre. Julien n'avait rien laissé transparaître ce jour-là. Aucun geste, aucun mot qui aurait pu trahir sa véritable identité ou ses intentions. Cette froideur qu'elle lui avait réservée, elle ne pouvait désormais plus l'effacer. Et ce sentiment la hantait. Elle passa la matinée à se convaincre que cet homme, devenu leur patron, avait sans doute oublié ce bref échange. Après, tout pour lui, elle ne devait être qu'une assistante administrative parmi d'autres. Elle s'accrocha à cette idée comme à une bouée, mais au fond, elle n'y croyait pas. Son instinct lui disait que Julien se souvenait. Peut-être même avait-il tout planifié, observé, analysé, bien avant d'annoncer l'achat de l'agence. En fin de matinée, un courriel interne tomba
dans toutes les boîtes de réception. Une réunion générale aurait lieu à midi pour présenter officiellement les nouvelles orientations de l'entreprise. L'annonce était brève, sans fioriture. Les collaborateurs étaient priés d'y assister. Camille sentit son estomac se nouer. Cette fois, Julien allait parler non comme un nouveau propriétaire abstrait, mais comme un patron opérationnel. Il allait poser les bases, fixer les règles, montrer son visage véritable. Elle n'osait imaginer ce qu'il pouvait dire. À midi précise, la salle principale se remplit de nouveau. Contrairement à la première rencontre, Julien entra seul, vêtu d'un costume bleu nuit impeccable, sans cravate, mais avec une allure assurée, propre à ceux qui savent parfaitement ce qu'ils font. Il marchait droit, saluait brièvement les employés d'un signe de tête, avec une retenue qui n'était ni froide ni distante, mais mesurée. Camille l'observait de sa place, un peu en retrait. Elle sentait ses mains devenir moites. Julien s'installa devant eux et commença à parler, sans notes, sans support visuel. Sa voix était claire, posée. Il remercia d'abord les anciens, dirigeants pour leur travail, insista sur la valeur de l'équipe et parla ensuite de la vision qu'il portait pour l'avenir de Créalion. Il évoqua des investissements prévus, des collaborations en discussion avec des partenaires à l'international, des outils numériques à intégrer, une culture d'entreprise à renforcer autour de la transparence, de l'excellence et de l'initiative. Mais au-delà du contenu, c'était sa manière de parler qui captait l'attention. Julien avait cette capacité rare à s'adresser à chacun comme s'il le connaissait. Il ne se contentait pas d'aligner des mots clés managériaux. Il racontait une trajectoire, celle de l'entreprise, mais aussi un peu de la sienne. Il expliqua, sans entrer dans les détails personnels, qu'il avait été entrepreneur discret, qu'il avait toujours préféré agir dans l'ombre, qu'il croyait au potentiel des structures humaines et créatives. Il insista sur un point: ce que je cherche ici, ce ne sont pas des titres, ce ne sont pas des postures. Je cherche des gens qui savent ce qu'ils valent et qui sont prêts à le prouver chaque jour, à travers leurs actes. Camille sentit son cœur s'accélérer. Était-ce une allusion? Était-elle visée par ses paroles? Elle ne savait pas. Mais Julien n'avait jeté aucun regard particulier dans sa direction. Il parlait à tous, avec équité. Et pourtant, Camille ne pouvait pas s'empêcher de sentir que chaque mot était pesé et que, peut-être, une part d'entre eux lui était destinée. À la fin de son discours, il invita les chefs d'équipe à se réunir individuellement avec lui dans les jours suivants pour un point stratégique. Il remercia tout le monde pour leur accueil et leur professionnalisme, puis sortit de la salle aussi calmement qu'il y était entré. Après la réunion, les discussions allèrent bon train dans les couloirs. Certains étaient impressionnés, d'autres sceptiques. Quelques-uns cherchaient déjà à en savoir plus sur lui, tentant de trouver des articles, des interviews, des traces de son passé. Mais Julien semblait avoir effacé ses empreintes. On ne trouvait rien de précis. Juste quelques mentions sur des fonds d'investissement, des conseils d'administration, des projets réussis restés dans l'ombre. Camille retourna à son bureau, perturbée. Elle ouvrit son ordinateur, mais n'arrivait pas à se concentrer. Elle revoyait son visage, sa manière de parler, sa posture. Ce n'était plus l'homme anonyme avec un carton. C'était un décideur, un stratège, un leader. Et elle, que représentait-elle à ses yeux? Un détail insignifiant ou un symbole d'un moment clé? Dans les jours qui suivirent, Julien se fit discret mais présent. Il circulait parfois dans les bureaux, échangeait quelques mots avec les employés, posait des questions précises. Il semblait observer chaque interaction, chaque réaction. Camille évitait de croiser son regard par peur de trahir ses pensées, mais elle sentait au fond d'elle qu'elle allait devoir affronter ce passé minuscule, mais pesant. Julien n'avait rien dit, il n'avait rien reproché, mais son silence était une présence, une attente. Elle commença à revoir certains de ses choix, à réfléchir à sa manière de se comporter au travail. Était-elle juste dans ses jugements? Avait-elle laissé des a priori guider son regard? L'ironie de la situation n'échappait pas à son esprit rationnel. Elle, qui réclamait tant la reconnaissance de ses compétences, avait elle-même nié l'humanité d'un homme qui, désormais, détenait son avenir professionnel entre ses mains. Elle n'avait pas oublié le carton. Elle n'avait pas oublié son ton sec, son manque de considération. Et elle savait que Julien non plus n'avait rien oublié. La partie visible de leur relation venait de commencer, mais la partie cachée, celle du souvenir, du jugement silencieux, était déjà en cours depuis longtemps.
Depuis l'arrivée de Julien Moreau à la tête de Créalion, les jours avaient pris une autre cadence. Les habitudes bien ancrées des employés furent bousculées, non pas par des ordres brutaux ou des réformes immédiates, mais par une présence subtile, permanente. Julien n'était pas de ceux qui s'imposaient par la voix ou l'autorité visible. Il observait, écoutait, choisissait ses mots. Il posait des questions simples qui mettaient à nu des systèmes inefficaces, soulignait calmement les incohérences, suggérait des alternatives. En peu de temps, il devint clair pour tous qu'il comprenait les rouages d'une entreprise bien au-delà des apparences. Camille, quant à elle, ressentait cette nouvelle dynamique avec une intensité particulière. À chaque réunion, chaque passage de Julien dans les bureaux, chaque échange bref ou regard croisé, elle se trouvait confrontée à un mélange d'appréhension et de curiosité. Elle continuait de s'interroger sur lui, sur son parcours, sur ce qu'il avait mené jusqu'ici. Qui était vraiment cet homme capable de passer du rôle de simple livreur à celui de propriétaire d'une agence de design? Elle n'osait pas poser de questions, mais le mystère la rongeait. Ce fut au détour d'une conversation avec Manon, la responsable des ressources humaines, que les premières réponses émergèrent. Ce jour-là, Camille s'était rendue dans le bureau de Manon pour clarifier une question de planning. En terminant, elle laissa échapper une remarque presque innocente, mais pleine d'une curiosité contenue. « Tu sais quelque chose sur Julien Moreau? Sur son passé, je veux dire. » Manon leva les yeux de son écran, surprise, puis, comme si elle attendait cette question depuis des jours, elle ferma doucement son ordinateur portable. « Tu n'es pas la première à me demander ça, Camille. En fait, j'ai eu une conversation très intéressante avec lui la semaine dernière. Il voulait mettre à jour son dossier RH. C'est là qu'il m'a raconté un peu son parcours. » Camille se pencha légèrement en avant, attentive. Il est né ici à Lyon, dans le quartier de Montchat. Fils unique. Rien de spectaculaire à première vue. Ses parents tenaient une petite librairie de quartier. Il a fait des études en économie à l'université Lyon 3. Très brillant apparemment, mais assez discret. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il a hérité très jeune d'une fortune de son grand-père paternel, un industriel qui avait fait fortune dans la fabrication d'équipements agricoles dans les années 70. Camille ouvrit de grands yeux. Elle ne s'attendait pas à une histoire aussi ancrée dans la réalité lyonnaise. Son grand-père avait des parts dans plusieurs entreprises. À sa mort, Julien a récupéré l'ensemble du portefeuille. Il avait à peine 22 ans. Mais au lieu de tout vendre ou de vivre sur cette fortune, il a choisi de l'investir lui-même. Il a pris des cours privés, étudié la finance, s'est formé seul. Pendant près de 10 ans, il a multiplié les prises de participation dans des PME, surtout dans les secteurs créatifs. Mais toujours dans l'ombre. Il ne s'est jamais exposé, pas de réseaux sociaux, pas de conférences, rien. Il agissait en silence. Camille restait silencieuse, absorbant chaque mot. « Et pourquoi la livraison ?» demanda-t-elle enfin, la gorge un peu serrée. Manon haussa les épaules. « Il m'a dit qu'il avait l'habitude de visiter incognito les entreprises dans lesquelles il envisageait d'investir. Il préfère voir de ses propres yeux comment les gens se comportent, comment l'ambiance se ressent. Il avait entendu parler de Créalion à travers un contact professionnel. Il a demandé à un ami de lui prêter une tenue et un badge pour faire une livraison. Il voulait tester l'accueil, l'atmosphère, l'humain. » Le visage de Camille se figea. Elle n'avait aucun doute. Ce jour-là, elle avait été testée, évaluée, et elle savait parfaitement ce que son attitude avait reflété. Son cœur se serra, elle se revoyait, le regard froid, le ton sec, cette manière de l'ignorer sans même un sourire. Une faille dans sa façade professionnelle si méticuleusement construite. Elle remercia Manon d'un hochement de tête, puis retourna à son poste sans dire un mot. Le reste de la journée, elle fut distraite, incapable de se concentrer. Elle repensait à tout, à cette pluie ce jour-là, au carton qu'il avait porté, à ce regard qu'il avait traversé sans un mot. Et maintenant, elle comprenait. Ce n'était pas un hasard. Il avait choisi ce moment. Il avait choisi cette manière de découvrir l'entreprise. Et elle avait échoué au test. Cette révélation changea la perception qu'elle avait de lui. Ce n'était pas seulement un homme discret devenu puissant. C'était quelqu'un qui avait compris la valeur du silence, de l'observation, de la discrétion comme stratégie. Un homme qui ne cherchait pas à impressionner, mais à comprendre. Et ce qu'il avait compris d'elle, Camille n'en avait aucune idée. Cela la rendait à la fois vulnérable et admirative.
Elle commença à noter dans son carnet les traits qu'elle avait observés chez lui depuis sa prise de fonction. Sa manière d'écouter sans interrompre, sa capacité à reformuler ce que disaient les autres avec plus de clarté qu'eux-mêmes, sa manière de toujours se souvenir des prénoms, même ceux des stagiaires. Elle s'était souvent dit que ces détails étaient sans importance, mais elle se rendait compte maintenant que c'était eux qui faisaient la différence. Julien n'avait pas encore eu de conversation prolongée avec elle depuis sa prise de fonction. Il s'adressait à elle comme à tous les autres, avec politesse, professionnalisme, mais sans familiarité. Cela la perturbait. Elle aurait préféré un reproche, une remarque, quelque chose qui dise « je me souviens ». Mais il ne disait rien. Il la laissait dans le doute. Et ce doute était bien plus puissant qu'un jugement explicite. Camille passait désormais plus de temps à réfléchir qu'à agir. Elle se posait 1000 questions sur son propre comportement, sur ce qu'elle aurait pu faire autrement. Elle se demandait si elle avait encore une chance de se racheter, ou si tout était déjà joué. Elle savait que Julien valorisait les actes plus que les mots. Alors peut-être que le seul moyen de changer cette première impression était d'agir, de montrer, sans s'expliquer, de convaincre par l'excellence, comme lui-même l'avait fait. Elle n'avait plus le choix. Le jeu était lancé et les règles étaient silencieuses. Les jours suivants furent marqués par une réorganisation lente mais précise. Julien, sans jamais hausser le ton ni imposer sa présence de façon ostentatoire, redessinait les structures internes de Créalion, avec une précision chirurgicale. Il rencontra chaque chef de service, réévalua les responsabilités, réaffecta certaines missions. Le changement n'était pas brutal, mais il était palpable, comme un courant souterrain modifiant progressivement le relief d'un fleuve. Les employés se retrouvaient face à des responsabilités accrues, à des échéances plus courtes, à une attente nouvelle, celle de résultats concrets. Camille fut l'une des premières à ressentir cette pression nouvelle. Jusqu'ici, son travail, bien que rigoureux, suivait une cadence connue, presque confortable dans sa régularité. Mais dès la première semaine de cette phase de transformation, elle reçut un message personnel de Julien lui demandant de préparer une synthèse complète sur les flux administratifs de l'agence. Il voulait, disait-il, comprendre en détail le fonctionnement de chaque rouage et comptait sur elle pour cette première cartographie. Le ton du message était professionnel, neutre, mais la demande elle-même ne laissait pas place à l'à peu près. Elle passa plusieurs soirées à l'agence, épluchant des dossiers qu'elle croyait pourtant connaître sur le bout des doigts. Elle découvrit des incohérences, des doublons, des lenteurs insoupçonnées. Elle sentit une certaine excitation à l'idée de livrer un document précis, utile, peut-être même déterminant pour les décisions à venir. Mais une part d'elle ne pouvait ignorer le sous-texte. Julien la testait. Il ne l'avait pas ignorée, comme elle l'avait craint. Il la poussait à se révéler. Le rapport fut livré dans les délais, détaillé, structuré, clair. Elle n'eut pas de retour immédiat, ce qui la troubla. Était-ce bon signe ? Devait-elle interpréter le silence comme une marque de satisfaction ou, au contraire, comme de l'indifférence ? Elle n'osa pas demander. Elle attendit jour après jour un mot, un commentaire, en vain. Ce fut seulement une semaine plus tard, lors d'une réunion d'équipe, que Julien mentionna sans même la regarder que certaines analyses internes avaient permis d'identifier des points de friction à résoudre rapidement. Camille comprit que c'était une allusion à son travail, subtile, indirecte mais réelle. Il avait lu, il avait utilisé, mais ne lui accordait pas de reconnaissance explicite. Elle devait se contenter de cette validation implicite. Mais les choses ne s'arrêtèrent pas là. Julien commença à lui confier des tâches de plus en plus complexes. Non pas des ordres, mais des missions formulées sous forme de questions ouvertes. « Camille, selon toi, quelle serait la meilleure manière de gérer les facturations interservices ? Ou encore, peux-tu proposer une méthode de suivi budgétaire mensuel plus agile ?» Des formulations qui laissaient entendre qu'il attendait plus qu'une exécution, une vision, une prise d'initiative. Camille comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de tester ses compétences techniques, mais aussi sa capacité à penser, à anticiper, à prendre des responsabilités qu'aucun supérieur ne lui avait jamais confiées. Elle se plongea dans ces nouveaux défis avec une intensité fébrile. Chaque jour, elle lisait, comparait, écrivait, proposait. Elle ne comptait plus ses heures. Elle voulait prouver non seulement à Julien, mais aussi à elle-même qu'elle en était capable. Pourtant, une tension nouvelle s'installait.
Elle sentait les regards de certains collègues changer. Certains commençaient à murmurer qu'elle se rapprochait trop du patron. D'autres ironisaient sur ses soirées passées au bureau. Elle se retrouva isolée sans l'avoir cherché. Même Manon, jusque-là une alliée, semblait plus distante, plus prudente dans ses échanges. Camille tenta d'ignorer cette atmosphère pesante. Elle se disait que cela faisait partie du chemin, que tout changement profond suscite des résistances. Mais intérieurement, elle doutait. Elle doutait de sa place, de ses choix, de son image. Elle ne savait plus si elle construisait quelque chose de durable ou si elle s'épuisait dans une lutte perdue d'avance. Et Julien, de son côté, ne changeait pas d'attitude. Toujours professionnel, toujours mesuré. Jamais un mot de trop, jamais un geste qui trahirait ses pensées. Il la regardait parfois en réunion, écoutait attentivement ses interventions, mais sans jamais réagir par un sourire ou un commentaire personnel. Il semblait vouloir maintenir une distance stricte, comme pour effacer leur première rencontre. Pourtant, Camille sentait qu'il la suivait, qu'il observait tout. Un jour, elle fit une erreur minime sur le fond, mais qui eut des répercussions, une confusion dans une ligne budgétaire qui fit perdre 2 jours à l'équipe comptable. Camille, épuisée par les semaines de pression, ne vit l'erreur qu'après l'envoi du document. Elle se sentit glacée. Elle savait que Julien en serait informé. Elle attendit la convocation comme on attend un verdict. Il la convoqua dans son bureau le lendemain. Lorsqu'elle entra, il était assis, le regard concentré sur l'écran de son ordinateur. Il leva les yeux, la fixa un instant, puis désigna la chaise face à lui. « J'ai vu le document de vendredi. » Sa voix n'avait ni colère ni ironie, juste une neutralité contrôlée. « Vous savez ce qui n'a pas fonctionné ?» Camille hocha la tête, la gorge serrée. « Oui, c'est de ma faute. Je n'ai pas vérifié une ligne. » Il acquiesça lentement. « Ce n'est pas l'erreur qui m'intéresse, c'est la manière dont on la gère. Vous êtes capable de bien mieux. Ce que j'attends de vous, c'est de la rigueur, pas de la précipitation. Vous êtes en train de prouver quelque chose, je le vois. Mais la précipitation tue la justesse. » Camille sentit ses épaules se relâcher, mais aussi une honte profonde la traverser. Elle ne s'était pas attendue à un pardon si net, mais elle savait qu'il venait avec une exigence plus forte encore. Julien conclut simplement « Corrigez l'erreur. Prenez votre temps. Et revenez avec une proposition claire d'ici 2 jours. Je veux voir votre méthode. » Elle sortit du bureau bouleversée, non pas par la sanction qui n'était pas tombée, mais par la lucidité de son jugement. Il avait vu son effort, mais aussi ses limites. Il n'avait pas oublié. Il testait encore. Et chaque test la poussait à se réinventer. Ce fut à ce moment-là que Camille comprit qu'elle n'avait plus droit à la neutralité. Elle était sous surveillance, mais aussi sous évaluation continue. Elle n'était plus invisible, mais elle n'était pas encore crédible. Elle allait devoir mériter cette crédibilité, sans aide, sans indulgence, seulement par ses actes. Lorsque le mois suivant débuta, l'agence avait déjà considérablement changé de visage. Le rythme de travail s'était accéléré. Les réunions étaient devenues plus ciblées. Les équipes redéployées selon leurs compétences réelles et non plus selon les affinités personnelles ou les habitudes anciennes. Julien supervisait tout, mais d'une manière qui échappait à beaucoup. Il intervenait peu, mais toujours au moment exact. Il ne dictait pas, il orientait. Il ne corrigeait pas, il relançait. Et ce style de gestion, aussi silencieux qu'exigeant, força chaque employé à repenser son rôle. Camille, elle, ne se contentait plus d'exécuter les tâches qu'on lui confiait. Quelque chose en elle avait basculé depuis l'épisode de l'erreur budgétaire. Cette rencontre avec Julien dans son bureau, cette phrase sur la justesse face à la précipitation, l'avait profondément marquée. Elle s'était promis, en sortant de cette conversation, de ne plus jamais se laisser définir par une faute, un doute ou un regard du passé. Elle avait compris que Julien ne cherchait pas des exécutants, mais des esprits capables d'analyse, de remise en question, d'audace encadrée par la rigueur. Elle passa les jours suivants à reconstruire son approche professionnelle. Elle relut ses anciens rapports, repéra ses failles, nota ses erreurs passées, même les plus petites. Elle dressa une liste des outils qu'elle ne maîtrisait pas complètement et s'inscrivit à plusieurs formations en ligne le soir. Elle reformula ses process, proposa spontanément des ajustements au service comptabilité, suggéra des outils de suivi plus dynamiques au département créatif. Au début, certains collègues la regardèrent avec scepticisme, mais peu à peu, les
Résultats parlèrent d'eux-mêmes. Julien semblait l'avoir remarqué. Lors d'une réunion hebdomadaire, alors qu'un chef de projet se perdait dans une explication confuse, Camille intervint, posant une question précise qui recentra le débat. Julien tourna les yeux vers elle, l'écouta attentivement, puis hocha doucement la tête. Il ne dit rien, mais ce simple geste suffit. Camille sut à cet instant qu'elle avait franchi une première étape. Elle n'était plus invisible. Ce changement d'attitude eut un impact direct sur son quotidien. Elle ne se contentait plus de répondre aux mails ou de planifier les réunions. Elle proposait, argumentait, analysait. Lors d'un atelier stratégique sur la redéfinition des rôles internes, elle osa remettre en cause l'organisation actuelle du pôle administratif. Elle le fit avec des données précises, une logique implacable, mais surtout avec une voix claire sans trembler. Le silence qui suivit sa prise de parole fut long, presque inconfortable. Puis Julien prit la parole d'un ton posé. « Ce que Camille vient de dire mériterait d'être approfondi. Je veux un rapport complet d'ici lundi, avec des propositions concrètes. » Là encore, il n'y eut ni compliment ni flatterie, mais une validation nette qui ne laissait aucune place au doute. Pour la première fois, Camille sentit qu'elle existait dans cette entreprise, non plus comme une simple rouage, mais comme une actrice du changement. Elle n'était plus seulement celle qui organise, planifie, corrige. Elle devenait celle qui pense, qui structure, qui influence. Mais cette montée en visibilité ne se fit pas sans conséquences. Certains collègues, surtout ceux qui s'étaient installés dans le confort d'une routine tranquille, commencèrent à la regarder avec suspicion. Les remarques discrètes se firent plus fréquentes. On lui reprocha, sans le dire frontalement, de vouloir jouer les chefs, de se rendre indispensable. Camille comprit rapidement que l'envie et l'insécurité guidaient ses réactions. Elle ne répondit jamais. Elle préféra encore une fois laisser les actes parler. Julien, de son côté, gardait la même distance professionnelle. Il ne cherchait pas à se rapprocher d'elle, ne faisait aucune allusion à leur passé commun. Il la traitait comme les autres, mais avec cette même exigence froide, presque clinique. Camille, au fond, lui en était reconnaissante. Cette posture lui permettait de progresser sans confusion, sans mélange entre ce qu'elle avait été ce jour pluvieux de livraison et ce qu'elle devenait aujourd'hui. Chaque jour, elle bâtissait une nouvelle image d'elle-même, pierre après pierre, sans jamais demander l'approbation, mais en la méritant. Un matin, alors qu'elle arrivait tôt comme toujours, elle trouva Julien déjà installé dans la salle de réunion, travaillant sur un document projeté sur le mur. Elle s'arrêta à l'entrée, hésita puis entra sans bruit. Il leva les yeux vers elle, la salua simplement. « Camille, vous avez une minute ?» Elle acquiesça, intriguée. « J'aimerais que vous jetiez un œil à ce document. C'est une ébauche de notre nouvelle charte opérationnelle. Je veux un regard critique. » Il lui tendit une tablette. Elle s'assit en face de lui et lut. Les minutes passèrent en silence, seulement rythmées par le bruit de la pluie contre les vitres. Lorsqu'elle termina, elle posa calmement l'appareil. Il manque une section sur les critères de montée en responsabilité. Vous parlez de performance, mais pas de la manière de l'évaluer concrètement. Julien ne répondit pas tout. De suite, il la fixa un instant puis nota quelque chose dans son carnet. « Merci, c'est exactement ce que je voulais. » Camille sortit de la salle sans ajouter un mot, mais dans son dos, elle sentait que le poids du passé s'allégeait, pas par oubli, mais par reconnaissance implicite d'un présent transformé. Elle n'était plus celle qui avait méprisé un livreur. Elle était celle qui, désormais, osait parler devant un patron devenu figure d'autorité. Et surtout, elle était celle qui l'écoutait. Le mois d'avril s'annonçait déjà bien entamé, et malgré le renouveau printanier que l'on percevait à travers les grandes baies vitrées de l'agence, l'atmosphère chez Créa Lyon restait dense. La restructuration engagée par Julien entrait dans une phase cruciale. Le rythme s'intensifiait encore, les échéances se rapprochaient et les décisions devenaient plus tranchantes. L'exigence de performance n'était plus seulement une ligne directrice abstraite, mais une réalité tangible à laquelle chacun devait répondre jour après jour. Camille, désormais identifiée comme une collaboratrice clé dans l'évolution de certains processus internes, ne ménageait ni son temps ni son énergie. Pourtant, ce fut à ce moment de confiance accrue que survint une erreur qu'elle n'aurait jamais pensé commettre. Ce jeudi-là, elle avait été chargée de finaliser un rapport budgétaire destiné à accompagner
une proposition de partenariat stratégique avec une entreprise de design allemande. Il s'agissait d'un dossier sensible, à fort enjeu financier, dont la présentation était prévue pour le lendemain. Julien avait expressément demandé que toutes les projections financières soient non seulement justes, mais argumentées. Camille avait travaillé sur ce document pendant plusieurs jours, jonglant entre les données brutes et les hypothèses de croissance, tout en gérant ses autres responsabilités courantes. Elle avait vérifié chaque ligne, chaque graphique, chaque ratio jusqu'à très tard le soir. Mais dans la précipitation des dernières révisions, elle modifia par erreur une cellule clé dans le tableur lié au rapport. Ce petit glissement, presque imperceptible, affecta l'ensemble du calcul de rentabilité. Le pourcentage affiché, pourtant central dans la démonstration du potentiel de l'accord, devint incohérent. Et personne ne le remarqua à temps. Le lendemain matin, Julien partit avec le dossier pour une réunion externe. Camille n'était pas présente à cette rencontre, mais elle savait à quel point ce projet comptait. Elle attendit son retour dans une angoisse sourde, pressentant confusément que quelque chose allait se passer. Julien revint à l'agence en fin d'après-midi. Il ne dit rien, ne convoqua personne. Mais l'heure suivante, Camille reçut un message bref sur sa messagerie interne. « Camille, pouvez-vous passer dans mon bureau à 18h » Elle se figea. L'heure était inhabituelle. Le ton, neutre mais direct. Elle relut le message plusieurs fois avant de s'y rendre. Lorsqu'elle entra, Julien se tenait debout près de la fenêtre, les bras croisés. Il se retourna lentement et lui désigna le siège devant son bureau. Elle s'assit sans dire un mot, le cœur battant à tout rompre. Le rendez-vous de ce matin ne s'est pas passé comme prévu. Il parla lentement, sans hausser le ton, mais chaque mot résonnait comme une cloche. Les partenaires allemands ont relevé une incohérence dans le calcul de retour sur investissement. Ils l'ont signalé avec une précision glaciale. Ce genre d'erreur, Camille, met en cause notre sérieux. Elle voulut répondre, se justifier, expliquer l'accident. Mais Julien leva une main pour l'interrompre. « Je ne vous demande pas d'expliquer. Je sais que vous avez travaillé dur. Je sais que cette erreur est le fruit d'une surcharge, d'un moment de fatigue. Peut-être. Mais le résultat est là. Ce dossier a été affaibli, notre crédibilité entamée. » Il se rassit enfin et la fixa, son regard toujours calme, mais chargé de gravité. « Ce que je veux savoir, c'est comment allez-vous réparer ça ?» Camille prit une profonde inspiration. Elle savait que c'était là une chance, que cette question n'était pas un piège, mais une porte entrebâillée. Elle choisit de ne pas s'excuser davantage. Elle regarda Julien dans les yeux et répondit « Je vais revoir tout le dossier, repartir des données brutes, recalculer chaque scénario, et je vais proposer une version renforcée, avec un plan B détaillé, pour démontrer que cette agence ne repose pas sur une personne, mais sur une rigueur collective. » Julien la contempla quelques secondes de plus, puis acquiesça. « Vous avez 48 heures. Et cette fois, je veux un double. » Contrôle effectué par le service financier. Elle sortit du bureau, la gorge nouée mais déterminée. Elle avait échoué, mais elle n'avait pas été éliminée. Julien ne l'avait pas ménagée, mais il lui avait tendu une main ferme, une occasion de rattraper ce faux pas. Elle passa les 2 jours suivants enfermée dans une bulle. Elle dormit peu, mangea à peine, mais reprit le dossier de fond en comble. Elle décortiqua chaque détail, valida chaque source, croisa les chiffres avec 2 collègues du pôle comptable et alla même jusqu'à joindre une note de méthode détaillant sa nouvelle approche de validation. Lorsque le rapport corrigé fut envoyé à Julien, elle n'attendit pas de retour immédiat. Mais le lendemain matin, il l'arrêta dans le couloir d'un ton sobre. « Bien, ce document est solide, et la note de méthode aussi. » Ce furent les seuls mots qu'il prononça. Mais pour Camille, cela suffisait. Elle avait rétabli sa position. Plus encore, elle avait compris quelque chose d'essentiel. Les erreurs font partie du parcours, mais leur traitement définit la valeur réelle de celui qui les commet. Elle ne serait jamais parfaite, mais elle pouvait être fiable. Et dans le monde de Julien Moreau, c'était peut-être la qualité la plus précieuse. L'erreur de Camille, bien que sévère dans ses conséquences immédiates, marqua un tournant discret mais profond dans sa relation avec Julien. Jusqu'alors, leurs interactions avaient été strictement professionnelles, balisées par une forme de distance volontaire. Julien l'observait, la testait, exigeait d'elle comme il l'aurait fait avec n'importe quel collaborateur à fort potentiel. Mais après cette faute reconnue et corrigée avec rigueur, quelque chose sembla s'être déplacé dans leur dynamique. Le respect,
jusque-là silencieux et unilatéral, commençait à s'installer dans les deux sens. Julien ne fit jamais d'éloge direct sur sa gestion de crise, mais il modifia son comportement. Lors des réunions, il la consultait plus souvent, lui adressait des regards appuyés lorsqu'un point complexe était abordé. Il ne la traitait plus seulement comme une exécutante habile, mais comme une interlocutrice capable d'apporter une vraie valeur. Camille, de son côté, se montrait plus assurée. Elle n'avait plus peur de proposer, de questionner, d'analyser. Elle ne cherchait plus à se racheter. Elle voulait construire, simplement. Et cela, Julien semblait l'avoir remarqué. Un soir, alors que la plupart des employés avaient quitté les bureaux depuis longtemps, Camille était encore là, absorbée dans l'étude d'un projet transversal entre les départements marketing et production. Julien entra dans l'espace commun, un dossier sous le bras. Il marqua un arrêt en la voyant. « Vous êtes encore là ?» Elle leva les yeux, surprise par le ton détendu de sa voix. « Oui, je voulais finir ce comparatif de coûts avant... Demain. Je sais que le comité attend une synthèse claire. » Julien s'approcha lentement et posa son dossier sur une table voisine. « Je pourrais vous dire de rentrer, que personne ne vous demande d'en faire autant. Mais je sais que vous ne le feriez pas. » Camille sourit faiblement, hésitant sur la manière de répondre. « Disons que je me suis habitué à travailler sans attendre qu'on me le demande. » Un silence s'installa, pas pesant, mais chargé d'une sorte de reconnaissance implicite. Julien s'assit sur une chaise à proximité, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant en dehors des réunions formelles. Il semblait plus calme, moins dans le contrôle. « Je n'ai jamais cru au discours sur la motivation. Ce sont les actes qui comptent. Et vous en avez montré plus que beaucoup ici. » Camille baissa légèrement les yeux, touchée malgré elle par la franchise inattendue de ses paroles. « Ce n'est pas toujours bien vu par les autres. On me reproche de vouloir trop en faire, d'en faire trop vite. » Julien hocha doucement la tête. Ceux qui critiquent sont souvent ceux qui ont peur qu'on révèle leur propre inertie. Vous les dérangez parce que vous bougez. C'était la première fois qu'il s'exprimait ainsi, avec cette ouverture, cette manière presque personnelle de valider ce qu'elle représentait. Camille sentit que cette discussion s'orientait au-delà des simples évaluations de performance. Il y avait là une tentative de compréhension mutuelle, une envie de partager une vision du travail, peut-être même de la vie. Elle se risqua alors à poser une question qui la hantait depuis le premier jour. « Vous vous souvenez de la livraison, celle d'avant l'annonce ?» Julien la regarda sans répondre immédiatement. Puis, sans détour, il dit « Oui, je m'en souviens très bien. » Camille sentit une vague de chaleur monter à son visage. Elle avait redouté cet aveu, mais elle en avait besoin. « Je n'étais pas très accueillante. » Julien esquissa un sourire, discret mais sincère. « Vous étiez concentré, focalisé sur votre tâche, pas désagréable, mais, disons, distante. » Elle hocha la tête, presque soulagée qu'il n'emploie pas de mots plus durs. « J'ai appris à ne pas juger sur un moment. Ce que vous avez montré depuis pèse bien plus lourd. » Ce fut dit sans affect, mais avec une solidité qui frappa Camille. Julien n'était pas un homme de revanche ou de rancune. Il observait, évaluait, mais savait aussi laisser place à l'évolution, au progrès. Ce soir-là, ils restèrent un moment à parler, non pas de chiffres ou de rapports, mais de leur parcours. Camille évoqua brièvement ses parents, son parcours scolaire, ses premiers emplois. Julien parla de son enfance dans le quartier Montchat, de la librairie familiale, de son aversion pour les apparences. Ils ne s'attardèrent pas. La conversation resta mesurée, sans dériver vers une intimité déplacée. Mais elle traça un trait nouveau entre eux. Plus qu'un patron et une employée, ils commençaient à se découvrir comme deux êtres porteurs d'expériences parallèles, de convictions discrètes, de silences pleins de sens. Un lien naissait, fait de respect, de reconnaissance mutuelle et d'une forme d'admiration réciproque qui ne disait pas son nom. Ce changement fut perceptible dans les semaines suivantes. Sans jamais tomber dans la familiarité, leurs échanges devinrent plus naturels. Camille se sentait plus libre dans ses propositions, Julien plus réceptif à ses remarques. Les autres employés, sans comprendre exactement ce qui se jouait, sentaient que Camille occupait une place croissante dans l'architecture nouvelle de l'agence. Mais loin de s'en enorgueillir, elle redoubla d'efforts pour que cette position soit méritée et non perçue comme un favoritisme. Elle n'oubliait pas d'où elle venait, ni ce regard qu'elle avait porté un jour sur un homme qu'elle n'avait pas reconnu. Ce passé restait en elle,
non comme une honte, mais comme un rappel constant que la valeur d'une personne ne se mesure pas à l'apparence d'un instant. Et dans le regard de Julien, désormais, elle ne voyait plus ni reproche ni défi. Elle y lisait autre chose, un pari. Et ce pari, elle était décidée à le gagner. Le printemps s'était affirmé pleinement sur Lyon, et l'agence Créa Lyon, elle aussi, entrait dans une nouvelle saison. Après plusieurs mois de réorganisation interne, Julien Moreau décida de lancer un projet ambitieux qui serait déterminant pour le positionnement de l'agence dans le secteur du design stratégique. Il ne s'agissait plus seulement de restructurer, mais de démontrer à l'extérieur que Créa Lyon était prête à jouer dans une autre catégorie. Le projet visait à proposer une refonte complète de l'identité visuelle d'un réseau national de galeries d'art contemporain. Un contrat complexe, très convoité, et dont la réussite pourrait changer la réputation de l'agence à l'échelle nationale. Julien convoqua une réunion exceptionnelle avec l'ensemble de l'équipe de direction. Tous savaient que quelque chose d'important allait être annoncé. Lorsque Camille entra dans la salle, elle sentit la tension des regards. Certains étaient concentrés, d'autres inquiets. Julien, debout devant l'écran, déroula brièvement le contexte du projet, ses enjeux, les délais, seulement 6 semaines, et la nécessité de proposer non seulement une réponse créative, mais aussi une structure de déploiement rigoureuse, fluide et techniquement irréprochable. Puis, à la surprise générale, il se tourna vers Camille. « Je confie la coordination générale de ce projet à Camille Laurent. » Un silence frappa la salle. Quelques regards se tournèrent vers elle, certains de soutien, d'autres de scepticisme. Camille, elle, sentit son souffle se suspendre une fraction de seconde. Elle ne s'y attendait pas. Si elle avait gagné en visibilité ces dernières semaines, jamais elle n'aurait pensé qu'on lui confierait un dossier de cette ampleur. Julien poursuivit, impassible. Camille a démontré une capacité à organiser, à anticiper et à maintenir un niveau d'exigence constant. Ce projet exige une coordination sans faille entre les pôles création, production et commercial. Elle travaillera en lien direct avec moi et aura autorité sur les arbitrages opérationnels. La réunion continua, mais Camille entendait à peine les discussions. Elle notait, posait des questions, prenait ses repères, mais une partie d'elle était absorbée par le poids de la responsabilité qui venait de lui être remise. Dès la fin de la réunion, elle resta seule quelques minutes dans la salle vide, relisant ses notes, visualisant le calendrier, identifiant déjà les points de friction à venir. Le défi était immense, les délais très courts, les ressources réparties sur d'autres projets en cours, et surtout, les équipes n'avaient jamais été dirigées par elle dans un cadre aussi transversal. Elle savait que certains ne la prendraient pas au sérieux, qu'ils chercheraient à tester ses limites, voire à saboter certaines décisions par inertie ou jalousie. Mais elle acceptait ces obstacles. Elle les avait pressentis dès l'instant où Julien avait prononcé son nom. Dès le lendemain, elle mit en place une structure de travail en sprints hebdomadaires avec des points fixes, des validations intermédiaires et une communication permanente entre les pôles. Elle convoqua les responsables de chaque département et présenta son plan avec clarté. Les premières réactions furent mitigées. Certains, comme Luc, du pôle production, affichèrent une réticence passive, remettant en question la faisabilité des échéances. D'autres, comme Amandine, du pôle création, furent plus coopératifs mais réservés. Camille choisit de ne pas répondre frontalement aux doutes. Elle préféra faire ses preuves par les actes. Chaque jour, elle suivait l'avancement des livrables, anticipait les blocages, redistribuait les ressources en fonction des urgences. Elle restait jusqu'à tard, coordonnait les échanges avec le client, reformulait les briefs et ajustait les plannings en temps réel. Mais malgré son implication, les tensions montaient. À la fin de la 2e semaine, une réunion de revue intermédiaire faillit tourner à l'affrontement. Luc, visiblement agacé, contesta publiquement une décision de Camille sur le choix d'un prestataire externe pour la partie impression des supports. Il insinua qu'elle n'avait pas l'expérience pour évaluer ce type de coût. Camille resta calme. Elle répondit posément, document à l'appui, démontrant que son choix était non seulement cohérent financièrement, mais qu'il avait aussi été validé par Julien en amont. Luc se tut et la réunion continua. Mais l'incident confirma à Camille ce qu'elle savait déjà. Elle n'était pas seulement à l'épreuve du projet, mais aussi à celle des regards. Julien, pour sa part, restait en retrait. Il suivait de près, lisait les rapports, validait certains choix, mais n'intervenait jamais directement dans la gestion quotidienne.
Il semblait tester sa capacité à tenir le cap sans filet. Lorsqu'elle lui adressait des bilans en fin de semaine, il répondait souvent d'un simple « reçu » ou « bon travail, poursuivez ». Jamais plus. Mais ce silence n'était pas vide, il était chargé d'une attente. Il lui faisait confiance, mais ne la protégerait pas. Le plus difficile fut la gestion des créatifs. Amandine, bien que compétente, avait du mal à faire adhérer ses équipes au rythme imposé. Les designers se plaignaient de la pression, de la perte de liberté artistique. Camille décida alors de réunir toute l'équipe création pour un atelier spécifique, non pour imposer, mais pour écouter. Elle laissa chacun s'exprimer, prit des notes, reformula les frustrations et proposa un ajustement du brief, plus ouvert à des phases exploratoires, sans compromettre le calendrier. Ce fut un tournant. Les designers, sentant qu'ils n'étaient pas réduits à des exécutants, commencèrent à jouer le jeu. À la 4e semaine, les premiers rendus furent présentés aux clients. Julien assista à la réunion sans intervenir. Camille menait la présentation, soutenue par Amandine et un assistant de production. À la fin de l'échange, le client déclara satisfait « Nous n'attendions pas un résultat aussi avancé à ce stade. Votre équipe est efficace. » Julien, en sortant, croisa brièvement le regard de Camille et hocha la tête très légèrement. Rien de plus. Mais elle sut. Elle savait qu'elle venait de franchir un cap, non pas seulement dans l'avancement du projet, mais dans la manière dont elle était perçue. Non plus comme une employée prometteuse, mais comme une meneuse capable. Et cette reconnaissance silencieuse, elle la chérissait plus que n'importe quel éloge. À quelques jours de la livraison finale du projet de refonte de l'identité visuelle du réseau de galeries d'art contemporain, Camille se sentait à la fois épuisée et galvanisée. Les semaines précédentes avaient été une course contre la montre, ponctuée de réunions, de validations, de réajustements et de nuits blanches. Malgré les tensions initiales, les équipes avaient fini par trouver un rythme de croisière et les livrables prenaient forme avec une cohérence et une qualité qui dépassèrent les attentes. Cependant, alors que tout semblait enfin s'aligner, un imprévu majeur survint. Le principal fournisseur chargé de l'impression des supports de communication, un partenaire de longue date de l'agence, annonça brusquement qu'il ne pourrait pas honorer le contrat dans les délais impartis. Un problème logistique indépendant. De leur volonté, disait-il. La nouvelle tomba comme un coup près. Sans ces supports, la présentation aux clients risquait d'être compromise et avec elle, la crédibilité de l'agence. Camille, informée de la situation en fin de journée, ressentit une montée d'adrénaline mêlée d'angoisse. Elle savait que le temps jouait contre elle. Plutôt que de céder à la panique, elle convoqua immédiatement une réunion d'urgence avec les responsables des pôles concernés. Ensemble, ils évaluèrent les options disponibles. Certains proposèrent de reporter la livraison, d'autres suggérèrent de trouver un prestataire alternatif, mais tous s'accordaient sur la difficulté de la tâche. Refusant de baisser les bras, Camille prit une décision audacieuse. Elle contacta personnellement plusieurs imprimeurs locaux, expliquant la situation avec transparence et insistant sur l'importance du projet. Après de nombreux appels et négociations, elle parvint à convaincre une petite entreprise d'impression de prendre en charge une partie des supports en échange d'une rémunération majorée et d'une promesse de collaboration future. Parallèlement, elle mobilisa une équipe interne pour adapter certains supports en version numérique, permettant ainsi une présentation hybride, mêlant éléments physiques et digitaux. Cette solution, bien que loin d'être idéale, offrait une alternative crédible et démontrait la capacité de l'agence à s'adapter aux imprévus. Le jour de la présentation, Camille, accompagnée de son équipe, se rendit chez le client avec une détermination renouvelée. Elle exposa la situation avec honnêteté, mettant en avant les solutions mises en place pour pallier les difficultés rencontrées. Le client, impressionné par la réactivité et la créativité de l'agence, salua l'effort fourni et valida le projet, soulignant la qualité du travail accompli malgré les obstacles. De retour à l'agence, Julien convoqua une réunion générale. Devant l'ensemble des collaborateurs, il prit la parole. Ce projet a été un défi de taille et je tiens à féliciter chacun d'entre vous pour votre engagement. Mais je souhaite adresser une mention spéciale à Camille. Sa capacité à gérer une crise imprévue avec sang-froid, à mobiliser les ressources nécessaires et à proposer des solutions innovantes
est exemplaire. Les applaudissements retentirent dans la salle, et Camille, émue, sentit une fierté légitime l'envahir. Elle avait non seulement surmonté un obstacle majeur, mais avait également gagné le respect et l'admiration de ses pairs. Cette expérience renforça sa conviction que les défis, aussi imprévus soient-ils, peuvent être transformés en opportunités de croissance et d'apprentissage. Le lundi suivant, après la validation officielle du projet par le client, l'atmosphère au sein de l'agence Créalion semblait transformée. L'euphorie retenue des jours précédents s'était dissipée, laissant place à une forme de calme respectueux, presque solennel. Camille arrivait comme toujours parmi les premiers, mais cette fois, elle ne ressentait plus la même pression. Il ne s'agissait pas d'un relâchement, mais d'un déplacement subtil de posture intérieure. Elle n'était plus en quête d'approbation, elle savait désormais ce qu'elle valait. La veille, elle avait pris le temps de relire les dernières semaines dans son journal personnel, un cahier sans prétention dans lequel elle notait ses impressions, ses doutes, ses idées. Elle y relut les pages d'un passé proche où elle s'interrogeait encore sur sa légitimité, sur sa capacité à gérer des responsabilités d'envergure. Et maintenant, les faits parlaient d'eux-mêmes. Ce n'était plus une ambition intérieure, mais une réalité extérieure. Elle avait porté un projet complexe, mobilisé les équipes, affronté une crise logistique et livré un travail salué par le client et reconnu en interne. Ce changement de statut, elle le ressentait dans les regards, dans les gestes, dans les silences devenus plus attentifs autour d'elle. La journée s'annonçait chargée. Plusieurs réunions étaient prévues, dont une avec Julien à 10 heures du matin. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que celle-ci allait prendre une tournure inattendue. Lorsqu'elle entra dans la salle, Julien était déjà là, entouré des responsables des principaux pôles. Son visage ne laissait rien transparaître de particulier. Il attendit que tous soient assis, puis prit la parole, avec son calme habituel. « J'ai demandé à ce que vous soyez présents pour une annonce importante. » Un léger frémissement parcourut la salle. Camille s'assit attentive. Après observation et évaluation du travail accompli sur le projet Galerie et au vu de l'évolution constante de certains rôles au sein de notre structure, il m'apparaît évident que certaines responsabilités doivent être ajustées pour refléter la réalité des contributions. Il marqua une pause, regarda autour de lui, puis ajouta « À partir de la semaine prochaine, Camille Laurent sera officiellement promue au poste de coordinatrice de projets stratégiques. Elle travaillera en lien direct avec moi sur l'ensemble des projets transversaux, en supervisant les processus opérationnels et en assurant la cohérence globale de leur mise en œuvre. » Le silence qui suivit fut dense, puis les applaudissements commencèrent, spontanés, sincères, sans retenue. Camille sentit son cœur battre à tout rompre. Elle ne s'y attendait pas, ou plutôt, elle n'osait pas croire que cela arriverait, si vite, si officiellement, si publiquement. Elle sentit une vague de chaleur l'envahir, mais elle resta droite, digne, comme si son corps et son esprit s'étaient accordés pour ne rien laisser trahir de cette émotion bouleversante. Julien poursuivit. Cette nomination n'est pas une récompense ponctuelle. Elle reflète un travail constant, une capacité d'anticipation, de gestion et de prise de décision que peu de personnes ont démontré avec autant de constance ces derniers mois. Après la réunion, Camille fut assaillie de félicitations. Amandine, la responsable du pôle création, vint vers elle avec un sourire sincère. « Tu l'as plus que mérité. C'est inspirant, franchement. » Même Luc, d'ordinaire distant, se fendit d'un hochement de tête et d'un bref « félicitations ». Mais au-delà des mots, c'est dans l'attitude collective qu'elle ressentit la différence. On ne la regardait plus de travers. On venait à elle pour des conseils, des validations. Elle était devenue une référence. Julien, fidèle à lui-même, ne chercha pas à prolonger l'échange après la réunion. Mais quelques heures plus tard, alors qu'elle croisait son chemin dans le couloir, il s'arrêta un instant. « Vous avez construit cette position par vos actes. Ne changez rien. Continuez à agir. » Puis il s'éloigna, sans attendre de réponse. Ce soir-là, Camille rentra chez elle plus tard que d'habitude, mais ce n'était pas la fatigue qui l'habitait. C'était un sentiment d'alignement rare, de légitimité conquise. Elle repensa au jour où elle avait ignoré Julien, alors simple livreur. Elle repensa à toutes les étapes traversées depuis, aux efforts silencieux, aux moments de solitude, aux décisions risquées, aux nuits de travail. Tout cela avait mené ici, à cette reconnaissance sobre, mais pleine de sens.
En posant son sac sur la table, elle regarda par la fenêtre. Les lumières de Lyon brillaient doucement. Elle n'avait pas changé de quartier, ni de décor, ni même de rythme. Mais quelque chose en elle avait irrémédiablement changé. Elle n'était plus en attente. Elle avançait, enfin, portée non par des illusions, mais par la clarté d'un chemin qu'elle avait elle-même dessiné. Le mois de juin s'annonçait lumineux et doux sur les quais du Rhône, et dans les bureaux de l'agence Créa Lyon, une atmosphère nouvelle semblait s'installer, moins tendue, plus stable. Les tensions des mois précédents avaient laissé place à un rythme de travail plus maîtrisé, un équilibre délicat entre exigence et reconnaissance. Les réformes mises en place par Julien portaient leurs fruits. Les clients étaient satisfaits, les projets se multipliaient, et l'image de l'agence s'imposait désormais comme celle d'un acteur sérieux et innovant du design stratégique. Au cœur de cette transformation, Camille tenait désormais une place centrale. Depuis sa nomination au poste de coordinatrice de projets stratégiques, son quotidien avait pris une ampleur inattendue. Chaque jour, elle jonglait entre les réunions, interservices, les validations de dossiers, les ajustements de planning et les échanges avec les partenaires externes. Sa posture avait changé sans arrogance, mais avec une assurance tranquille qu'elle n'aurait jamais imaginé acquérir un an plus tôt. Elle parlait avec clarté, décidait avec cohérence et surtout, elle écoutait avec attention. Elle savait ce que signifiait ne pas être écoutée, ne pas être prise au sérieux. Elle veillait donc à ne jamais reproduire ce qu'elle avait elle-même subi. Un matin, alors qu'elle était en avance comme toujours, elle s'arrêta un instant devant la grande baie vitrée de la salle de réunion principale. La lumière inondait la pièce et au loin, les collines de la Croix-Rousse se dessinaient sous un ciel d'azur. Elle repensa au chemin parcouru. Elle se souvenait avec une précision presque douloureuse du jour où elle avait traité Julien avec indifférence, le croyant simple livreur, le reléguant mentalement à une place sans importance. Elle se rappelait cette Camille-là, prise dans ses automatismes, persuadée que seule la surface des choses valait d'être observée. Aujourd'hui, cette certitude avait volé en éclats. Non pas seulement parce que Julien s'était révélé être un homme influent, mais parce que cette expérience avait réveillé en elle une conscience aiguë de la complexité humaine. Ce que l'on croit voir n'est jamais qu'une facette, un éclat. Elle l'avait appris à ses dépens. Et ce savoir, elle l'avait intégré dans sa manière de diriger, de dialoguer, d'accompagner. Elle avait compris que la compétence ne se mesure pas à l'allure ni à la fonction, mais à la capacité à agir, à décider, à assumer. Et cette leçon, Julien la lui avait enseignée sans jamais la formuler. Il restait, comme toujours, discret, sobre, distant parfois. Mais depuis leur discussion nocturne dans la salle de réunion, il y avait entre eux une forme de compréhension muette, une reconnaissance mutuelle fondée sur l'effort, la constance, la ténacité. Julien n'avait jamais cherché à combler la distance de leur hiérarchie par des gestes déplacés ou des confidences inutiles. Il gardait cette élégance rare de ceux qui n'ont rien à prouver, mais beaucoup à transmettre par l'exemple. Un jour, à l'issue d'une présentation particulièrement réussie auprès d'un nouveau client, il la rejoignit sur la terrasse arrière de l'agence. Ils étaient seuls, entourés du calme d'un soir d'été naissant. Il s'appuya contre la rambarde, regarda le ciel qui rosissait doucement, puis dit simplement « Ce que vous avez accompli ici dépasse largement ce que j'espérais au départ. Vous avez prouvé que la rigueur peut être une force de cohésion, et que le silence parfois vaut bien plus que tous les discours. » Camille resta silencieuse un instant, puis répondit d'une voix posée « C'est grâce à ce que je n'ai pas su voir ce jour-là. C'est ça qui m'a tout appris. » Julien tourna les yeux vers elle avec ce regard calme et dense qui avait toujours accompagné ses jugements. Ce que vous n'avez pas su voir, vous avez appris à l'observer et à le comprendre. C'est cela la maturité. Ils restèrent ainsi quelques minutes, sans ajouter de mots inutiles. Ce n'était ni une confession, ni un règlement de compte. C'était un échange entre deux personnes que le hasard, l'erreur et le travail avaient réunis dans un même mouvement vers l'excellence. Plus tard ce soir-là, Camille rentra chez elle. Elle marcha à pied, traversant les rues de Lyon avec une légèreté nouvelle. Elle s'arrêta devant la vitrine d'une librairie qu'elle affectionnait depuis des années. Cette fois, elle entra, prit un ouvrage d'architecture contemporaine qu'elle avait souvent regardé sans oser l'acheter et se dirigea vers la caisse. Ce geste, simple en apparence, représentait bien plus. Elle s'autorisait enfin à célébrer son parcours,
à marquer par une trace concrète la valeur de ses choix et de son engagement. Chez elle, elle ouvrit l'ouvrage, s'installa près de la fenêtre et se laissa porter par les images. Elle repensa à sa famille, à ses débuts dans l'agence, à ses doutes, à ses fautes, mais surtout à cette capacité qu'elle avait découverte en elle, celle de transformer les maladresses en leçons, les erreurs en tremplin. Et alors qu'elle refermait le livre, elle sentit que quelque chose en elle s'était définitivement posé. Elle n'avait plus besoin de reconnaissance extérieure pour se sentir légitime. Elle savait qui elle était. Elle savait ce qu'elle valait. Et elle savait qu'un jour de pluie, dans un couloir banal d'un immeuble de bureau, elle avait croisé un regard qu'elle avait mal interprété, mais qui, au fond, avait changé sa vie.